Enseignant d'agronomie à AgroParisTech. Aujourd'hui, je travaille pour la partie recherche sur l'effet du changement climatique sur la répartition des zones de culture. Donc, je vais parler un petit peu de changement climatique aujourd'hui. Mais j'ai fait ma thèse il y a quelques années à l'INRA de Montpellier. C'était en collaboration avec l'IFV sur des questions de compromis entre rendement et sensibilité à l'oïdium sur la vigne. Ce qui m'a amené notamment à creuser un petit peu cette élaboration du rendement de la vigne et notamment l'effet de l'année d'avant. Et on va essayer de discuter de ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par parler justement de ces 2 années d'élaboration du rendement de la vigne. Et puis, je vais faire un petit point, un petit focus sur ce qui se passe au cours de la première année, même si en fait tout ça se passe en même temps, mais parce que vous allez voir que c'est important. Alors, ici, vous avez donc un schéma qui représente les 2 années d'élaboration du rendement de la vigne, avec en première année, donc ce qui est marqué saison 1, la première étape, c'est l'initiation et la différenciation des inflorescences dans les bourgeons latents, donc qui est suivie par une étape de dormance des bourgeons. Et à la saison 2, les inflorescences dans les bourgeons latents qui débourrent reprennent leur développement. On a l'initiation de la floraison, la formation des baies et le remplissage des baies. Alors j'ai rajouté des pourcentages sur le côté. D'une manière générale, alors ça c'est des ordres de grandeur quand on regarde, quand on analyse la variabilité du rendement, à quelle composante du rendement elle est due. Quand on regarde plein de parcelles ensemble, plein d'années ensemble, plein de cépages ensemble, c'est le nombre de grappes qui est le plus variable, qui représente à peu près 60%, un ordre de grandeur de la variabilité du rendement, 30% pour le nombre de baies et 10% pour le poids des baies. Ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours le cas sur une année, mais voilà, c'est les ordres de grandeur de manière générale. Et alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au moment de l'initiation et de la formation des inflorescences au cours de la première année. Là, en fait, ce qui se passe, il faut comprendre que donc, dans les bourgeons latents qui sont sur un rameau, c'est ce qui est noté en anglais « compound bud », donc le bourgeon qui se développera l'année d'après. En fait, au cours de la première année, donc dans ce bourgeon qui se forme, on a déjà les inflorescences qui s'initient. En fait, ce processus, il est assez complexe, mais il y a, je pense, 2 éléments qui sont assez importants. C'est-à-dire qu'on a des primordiums d'inflorescence qui commencent à se former. Et si les primordiums d'inflorescence croissent assez et dépassent une certaine taille, ça va donner une inflorescence. Donc on a la formation du nombre d'inflorescences. Et en même temps, si le primordium d'inflorescence se développe beaucoup, il commence un peu à se ramifier. En fait, il y a la ramification de l'inflorescence qui commence. Et en fait, la ramification le niveau de ramification va contrôler le nombre de fleurs, parce que plus on a une inflorescence qui va être ramifiée, plus elle va porter de fleurs, et donc potentiellement de baies si la floraison se passe bien. Voilà, c'est ce qui est représenté ici. Et donc, on a une première étape qui est très importante parce qu'elle est potentiellement impliquée dans une très importante part de l'élaboration du rendement, à la fois au travers de la formation du nombre d'inflorescences, et au travers de la formation du nombre de fleurs, en partie. Alors en fait, quand j'avais commencé ces travaux pendant ma thèse, en fait, on connaît pas mal de choses sur cette période, mais il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas. Vous voyez qu'elle est assez longue, cette période, puisqu'elle commence un peu après le débourrement et elle se finit à la véraison. Donc en fait, c'est très long, on ne sait pas très bien à quel moment ça se passe. Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait plusieurs facteurs qui jouaient probablement sur la façon dont cette formation des inflorescences se passe, notamment la disponibilité en eau et en azote, la température aussi, et la lumière. Mais on avait un peu du mal déjà à savoir exactement quand est-ce que la formation des inflorescences peut être susceptible à des températures très élevées ou très faibles, ou à un stress hydrique, par exemple. Et on avait assez mal quantifié, en fait, l'effet de ces facteurs. Donc maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est donner quelques éléments sur ce qu'on sait de l'impact des stress hydriques et de la température sur la formation des inflorescences. Et le premier, ça peut paraître un peu compliqué, mais je vais vous expliquer le schéma. La question qu'on s'est posée quand j'ai fait ma thèse, c'est d'abord quand est-ce que la formation des inflorescences est sensible. Alors on a regardé au stress hydrique, c'était une expérimentation près de Montpellier, donc un environnement dans lequel la disponibilité en eau est vraiment importante. Ce qu'il faut regarder,
c'est les points noirs sur le graphique de gauche. Et en fait, ces points noirs qui évoluent représentent, donc c'est le R2, c'est un indice de corrélation entre le nombre de grappes par rameau, donc qui est en ordonnée, à la vendange de la saison 2, et puis le niveau de stress hydrique tout au long des 2 années d'élaboration du rendement. D'accord ? Donc tout à gauche du graphique, si on est par exemple si on regarde le nombre de grappes par rameau en 2019, la gauche du graphique correspondrait au débourrement 2018. Pardon. On avait 2 années d'élaboration du rendement. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un pic, qui est indiqué par la flèche verte, qui se situe entre 500 et 600 degrés jour après le débourrement de la saison 1. Si on fait un zoom sur ce qui se passe à ce moment-là, voilà ce qu'on observe. C'est une relation, donc ça c'est le graphique de droite, entre bud fertility, donc c'est le nombre de grappes par rameau à la vendange de la saison 2, et le niveau de remplissage de la réserve utile, donc le stock en eau du sol, entre 500 et 600 degrés jour après le débourrement de la saison 1. Donc là, on est en train d'essayer de lier les 2 années. Et vous voyez qu'on a une assez bonne relation, puisque ce niveau de remplissage du stock d'eau du sol, alors dans ce cas-là, dans cette expérimentation-là, permettait d'expliquer environ 70%, c'est le R207, 70% de la variabilité de notre nombre de grappes par rameau. Donc ça nous permettait de préciser voilà cette période dont Thibaut a parlé, en fait 400 à 700 degrés jour après le débourrement de la saison 1, c'est une période qui est critique pour la formation des inflorescences, qui se manifeste par le nombre de grappes par rameau lors de la saison 2. Alors ça, c'était sur Syrah, près de Montpellier, au domaine du Chapitre, pour ceux qui connaissent. C'était une expérimentation dans les années 2011-2014. Alors ça a été confirmé ensuite dans un autre vignoble près de Nîmes, sur Syrah aussi. Et donc là, c'est une relation entre le nombre de grappes par cep à la saison 2 et pareil, le niveau de remplissage de la réserve utile entre 400 et 700 degrés jour lors de la saison d'avant. On a à peu près le R1208, c'est 80% du nombre de grappes par cep est expliqué par le niveau de remplissage du stock d'eau du sol l'année d'avant, entre 400 et 700 degrés jour. Donc là, on a permis de préciser quand est-ce que ça se passait, quand est-ce que c'était sensible au stress hydrique. Ça a permis de quantifier aussi. Alors l'indicateur de stress hydrique qu'on a pris ici, c'est sur le sol, donc c'est le niveau de remplissage de la réserve utile. On l'a confirmé aussi en mesurant le stress hydrique sur la plante. Et là, je reviens sur ce qu'on a regardé à Montpellier. Donc là, c'est en abscisse, en X, vous avez le potentiel de base à la floraison de l'année 1 et en ordonnée le nombre de grappes par rameau à la vendange de la saison 2, donc de l'année suivante. Et là, il y a 2 cépages, parce qu'on a pu faire ça, donc la Syrah et la Ranel, donc qui est un peu moins répandue. Mais on a aussi une bonne relation, et ça a permis de confirmer, de donner un peu plus de confiance dans ces résultats. Et en faisant ça, on a pu regarder aussi, donc je vous avais parlé de la formation du nombre d'inflorescences par rameau, mais aussi de niveau de ramification des inflorescences. Et on a pu regarder le lien entre le nombre de baies par grappe à la vendange de la saison 2 et encore une fois le potentiel de base à la floraison de l'année d'avant. Et donc là aussi, on avait une bonne relation, ce qui confirmait ce que je vous ai présenté juste avant. Un autre commentaire qui est important à faire ici, c'est que si vous regardez les valeurs de potentiel de base, alors on se situe entre moins 0,1 et moins 0,4 mégapascal, entre 1 et 4 bars. C'est des valeurs qui sont assez faibles, voire même très faibles. D'habitude, on ne parle pas vraiment de stress hydrique pour ces valeurs-là. Et ce qu'on a observé, en tout cas dans ce cas-là, c'est qu'une réduction du potentiel de base à floraison de moins 0,1 à moins 0,3, dans notre cas, a amené à une réduction de 40%, donc c'est beaucoup, du nombre d'inflorescences, du nombre de grappes par rameau l'année d'après. Donc voilà, donc la formation des inflorescences peut être sensible à un stress hydrique très faible. Voilà, ça c'était donc ce qu'on sait aujourd'hui pour l'effet de la disponibilité en eau. Et alors pour la température, j'ai cherché un petit peu dans la biblio, c'est les seuls résultats quantifiés que j'ai trouvés. Alors il y en a peut-être d'autres en cours, mais je ne les connais pas. Donc c'est des expérimentations qui datent en fait, parce que ça a été fait en Australie dans les années 70.
Donc vous avez la Syrah et le Riesling. Et si vous regardez le graphique de gauche, donc c'est le nombre donc de primordium par bourgeon, mais en gros ça traduit le nombre d'inflorescences par rameau en fonction de la température. Et donc vous voyez qu'à 15 degrés, ils avaient mesuré 0, et puis ça augmentait assez fortement jusqu'à 30 degrés pour les deux cépages. Et puis à droite, ça représente le poids du primordium d'inflorescence, donc c'est aussi un peu ce processus de ramification. Donc là, il y a une réponse assez forte pour le Riesling, une réponse pas très nette, voire pas de réponse pour la Syrah. Donc on retiendra aussi de ça que la température a un effet assez fort, hein, vous le voyez, entre 15 degrés et 30 degrés, ben voilà, l'augmentation est assez forte. Et on retiendra aussi la gamme entre 15 et 25 degrés, 15 et 30 degrés. Voilà, il y a la formation des inflorescences semble répondre à la température. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie des effets du stress hydrique et de la température sur la formation des inflorescences. Et maintenant, ce que je voudrais essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé à Bordeaux en 2018 par rapport à 2019, au rendement en 2019, du coup en regardant ce qui s'est passé l'année d'avant. Alors j'ai fait ça, Thibaut m'a envoyé des données météo donc, qui sont collectées par Fricción. Et donc là, on va regarder d'abord la température. Et donc les box plots, les boîtes à moustaches derrière en noir, représentent donc la température minimum, c'est la température minimum journalière, la moyenne et maximum. Et on est sur la période 15 mai et 15 juin, ce qui est à peu près autour de la floraison. Et donc ça vous donne une idée sur la période 2010-2019, voilà, comment la variabilité de la température. Donc pour la température minimum, on était entre un peu plus de 10 et un peu moins de 15 degrés. Et température maximum pendant cette période, voilà, jusqu'à un petit peu plus, on doit être à 22-23 degrés, jusqu'à un peu plus de 25 degrés. Le point bleu, c'est pour 2018. Et donc vous voyez que, en fait, en 2018, entre le 15 mai et le 15 juin, en fait, cette période-là a été plutôt chaude, et ça s'est manifesté notamment sur les températures minimums qui ont été les plus élevées de cette période 2010-2019. C'est un peu vrai aussi pour la température moyenne, un peu moins pour les températures max. Donc on a un printemps 2018 qui a été plutôt chaud au moment de la formation des inflorescences par rapport à ce qu'on sait. Si on regarde par rapport à l'eau, donc c'est la même représentation, hein, le box plot là, derrière représente la variabilité historique, même période, 2010-2019, on est sur les précipitations, et on a deux périodes, janvier, février, mars, et avril, mai, juin, et puis le point bleu c'est 2018, et donc l'hiver 2017-2018, enfin là, début 2018, de janvier à mars, a été très pluvieux, encore une fois, voilà, sur cette période de 10 ans, c'est l'année qui a été la plus pluvieuse à cette époque, à cette période de l'année. Avril, mai, juin, on était en plein dans la moyenne. Et ça, c'est intéressant parce que, comme l'a dit Thibaut, s'il y a beaucoup de pluie pendant l'hiver, le stock d'eau du sol va être rempli et on va démarrer la saison avec un stock d'eau du sol qui est plein. Et ça va avoir un impact assez fort sur le stress hydrique perçu tout au cours de la saison parce qu'on a moins de stress hydrique quand on démarre avec un stock qui est plein qu'un stock qui est à moitié plein. Donc là, on a deux choses qui nous permettent de dire que, le printemps 2018 a été plutôt chaud, donc ce qui est a priori favorable à la formation des inflorescences. Alors, si je reviens, vous voyez, on est sur les gammes de température. Si on prend la moyenne, 15-20, on était vraiment dans ce que j'ai montré dans la gamme où la formation des inflorescences répond à la température. Et un hiver 2017-2018 qui a été très pluvieux et qui, donc, du coup, pour lequel on s'attend à ce qu'il y ait eu un stress, donc un stock d'eau du sol élevé au moment de la formation des inflorescences, ce qui devrait être plutôt favorable aussi à la formation des inflorescences et donc au nombre de grappes pour 2019. Voilà. Donc, bon, c'est ce qu'on a pu dire à ce stade-là. Et du coup, je me suis posé une question. Quand on parle de changement climatique, c'était aussi dans le titre de la présentation, est-ce que le changement climatique, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe si on regarde assez tôt dans la saison, sur ces périodes, notamment pour les températures vers mai et juin. Et donc là, j'ai été regarder les données météo de la station qui est près de l'aéroport à Bordeaux-Mérignac. Et donc, l'intérêt de cette station, c'est qu'on peut remonter très loin dans le temps.
On a les données depuis 1950. En mai à gauche et en juin, alors avec les températures minimum, moyennes et maximum. Et donc ce qu'on observe depuis cette période-là, c'est qu'on a des tendances à l'augmentation. On a une augmentation qui est significative, mais finalement assez faible, hein, depuis 1950, des températures en mai et en juin à ce moment de l'année. Alors c'est très significatif, mais j'ai mis, on est entre, vous voyez, entre plus 0,006 degrés jusqu'à 0,01 degré par an, donc c'est pas beaucoup, mais voilà, au fur et à mesure du temps, ça fait quand même des différences. Et puis, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement certaines années, alors il faudrait regarder, mais certaines années récentes, on pourrait avoir des max, des années un petit peu particulières, c'est peut-être ça qui serait plus intéressant de regarder. Du fait de cette augmentation, les extrêmes deviennent encore plus élevés que ce qu'ils ont pu l'être auparavant. Voilà, donc il faut rester prudent, hein, mais voilà, ça permettait de décrire un petit peu le contexte. Et je voudrais finir en disant que ces questions, notamment de la température, c'est un petit peu compliqué parce que... pardon, il y a un petit problème, mais... ce que je voulais représenter, c'était la réponse d'un processus physiologique des plantes à la température. Normalement, en abscisse, vous avez la température qui augmente quand on va vers la droite et l'intensité d'un processus, là, en ordonnée. Et puis, on a une courbe de réponse. Par exemple, le processus, ça pourrait être la photosynthèse ou, dans notre cas, la formation des inflorescences. L'effet d'un changement de température va dépendre de plein de choses. Va dépendre, de la forme de la courbe et puis de où on part sur la courbe. Donc, j'ai mis différents points de départ hypothétiques en vert. Si on est tout en haut de la courbe et qu'on a plus ou moins 1 degré, ça va faire un changement plutôt faible. Si on est à droite et qu'on a plus 1 ou 2 degrés, ça risque de diminuer l'intensité du processus. Alors que si on est à gauche, ça va l'augmenter si on augmente la température, mais plus ou moins fortement, suivant où est-ce qu'on sait. Le problème, dans ce cas de processus spécifique de la formation des inflorescences, c'est qu'en fait, cette courbe, on l'a très mal quantifiée. Et du coup, on ne sait pas très bien la positionner. À ma connaissance, les seuls résultats qu'on a, c'est ceux que je vous ai présentés qui viennent d'Australie, mais on a assez peu d'incertitudes de tour, il y a assez peu de points, il y a assez peu de cépages. Donc voilà, on ne sait pas trop. Donc il y a probablement quelque chose qui se passe, mais qui demande à être précisé. Donc en conclusion de tout ça, de ce que j'ai dit, hein, l'année 2018 a paru plutôt chaude et humide au moment de la formation des inflorescences dans les bourgeons latents. Et donc on s'attend à ce que cela ait été favorable au rendement en 2019. Restons prudents, hein, il faudrait des analyses plus poussées pour conclure, hein, vraiment pour valider cette hypothèse. Mais voilà, il y a un ensemble d'éléments qui permettent de penser dans cette direction. Pourquoi je dis qu'il faut être prudent? Parce qu'il y a aussi des phénomènes de compensation, hein, entre les composantes du rendement qui peuvent rentrer en jeu, d'autres facteurs, hein, le stress hydrique, le stress azoté. Mais bon, voilà, il y a quand même certains éléments qui supportent cette hypothèse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, bonjour. Là, il s'agissait bien des conditions climatiques de 2018 par rapport au rendement 2019. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'on a des éléments de rendement 2019 réels, pour autant qu'on puisse l'apprécier sur la région, par rapport à ça? Parce que là, on constate qu'on partait plutôt avec des conditions favorables pour le rendement 2019. Est-ce que ça a été le cas? Et sinon, pourquoi? Enfin, c'est peut-être un peu large comme question, mais peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas. Mais... Ouais, bonne question. Alors, malheureusement, je n'ai pas trop eu le temps de regarder ça. Il y a peut-être des personnes qui ont plus d'éléments que moi sur le niveau de rendement 2019. Peut-être Thibaut. Ouais. Ou tout. Ouais. Mais effectivement, alors après, ça fait... Je pense que c'est intéressant, et Thibaut l'avait évoqué, dans le fait d'adapter la taille en fonction du potentiel qu'on estime à l'issue de 2018 et d'adapter la taille en fonction de ça pour 2019. Là, cette analyse-là, oui, suggère qu'on a un potentiel qui est plutôt élevé. Est-ce qu'il va se réaliser? Voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'autres étapes qui découlent ensuite. Mais effectivement, ça a plutôt tendance à suggérer qu'on partait avec un potentiel qui était plutôt intéressant. Ouais.
Si on regarde un peu plus sur 2018, la période un peu plus proche de la floraison, en fait, on était sur des températures qui étaient en moyenne pas aussi intéressantes que si on prenait l'ensemble du printemps. Et nous, sur notre réseau, ce qu'on a observé sur les comptages d'inflorescence au printemps, on était sur 2019 sur une fertilité induite qui était inférieure à la moyenne. Par rapport notamment à celle de 2018 qui faisait suite à 2017 avec des conditions printanières qui étaient nettement plus favorables en termes d'ensoleillement et de température juste autour de la floraison. Ouais. Alors après, c'est vrai que je pense une des limites là, c'est que moi, les périodes que j'ai prises, on a encore un peu des difficultés à caler vraiment la période de sensibilité. Les résultats que j'ai montrés, ils ont été notamment acquis sur la Syrah, taillé en cordon de Roya, donc avec les bourgeons plutôt de la base du rameau hein, qui sont sensibles. Donc si on a des types de tailles différents, des cépages différents, ça peut aussi un petit peu décaler les choses et il y a probablement des cépages qui ont des sensibilités différentes. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il faudrait préciser et peut-être des conditions locales aussi qui font que tout ça ne joue pas forcément dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'avais vu une main se lever par là-bas. Non. C'est bon?